Salut et bienvenue sur Anakaland, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur Le Griffon, tout récemment arrivé sur Prime Video. Cette série, tout droit venue d'Allemagne, était très attendue par les fans de fantasy, bien que Prime Video n'ait pas énormément communiqué sur celle-ci. En effet, elle est l'adaptation de l'excellent livre Der Griff de Wolfgang Holbein, paru en 1989, excellent millésime si je puis me permettre, et depuis ces 34 dernières années, les ventes se sont chiffrées à pas moins de 40 millions d'exemplaires dans le monde. Et peut-être que si la série est un succès, les ventes seront ainsi boostées. La série est produite par nul autre que Widman et Berg Television, qui nous avait offert la magistrale série Dark ou encore Tribes of Europa sur Netflix. Là, je m'attendais à une énième adaptation de fantasy un peu bancale de la part d'Amazon Studios. Après les déceptions qu'ont été La Roue du Temps ou pire Les Anneaux de Pouvoir, je sais, je radote un peu là-dessus, mais bon, quand un fan est blessé, dur de se racheter à ses yeux. Les 6 épisodes de la première saison du Griffon ont été disponibles le même jour, à la méthode Netflix, alors que Prime nous avait plutôt habitués à diffuser ces séries épisode après épisode au fil des semaines. Ce qui avait également été une source d'inquiétude pour moi. Pourquoi lâcher la sauce aussi rapidement et sans retenue ? Mais ici, je dois l'avouer, je suis plutôt surpris. Entre la nostalgie des années 80-90 et le soin apporté à ces 6 épisodes, la série Le Griffon fait mouche pour les fans des livres, et devrait également satisfaire les adeptes de la fantasy. Évidemment, rien à voir ici avec du Game of Thrones ou The Witcher, rien de très adulte ou d'effrayant, les livres avaient déjà pour cible un public plutôt jeune, mais la série ne se perd pas vraiment dans le genre de frivolité adolescente associée au style des jeunes adultes. Avant de commencer, je tenais encore à vous remercier, vous êtes plus de 500 sur la chaîne, et la prochaine étape c'est le cap des 1000 abonnés, et j'espère qu'on l'atteindra très vite. Donc sans plus tarder, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et laisse un petit commentaire avec ton avis sur la série. Et c'est parti pour la petite critique maison de cette nouvelle série, et il y aura bien sûr quelques spoilers quand j'en viendrai à l'analyse. Commençons par un petit pitch de la série. Le jour de son 16e anniversaire, Mark découvre le lourd secret de sa famille. Son frère aîné, Thomas, lui remet la Chronique de la Tour Noire, le livre de son père qui est la clé vers un monde très différent et sombre, régi par une créature mystérieuse, le Griffon. Un monstre dévoreur de monde qui pille et soumet sans pitié toutes les créatures vivantes depuis des siècles. Après avoir découvert l'existence de ce monde, Mark le solitaire va devoir apprendre à compter sur ses nouveaux amis pour sauver l'humanité des griffes du Griffon. Déjà, le gros point fort pour cette série, je trouve, c'est ce magnifique plongeon dans l'Allemagne des années 80 et 90. Un voyage nostalgique effectué avec brio. Tout d'abord en 1984 alors que leur père était encore en vie, puis 10 ans plus tard, en plein cœur des années 90. L'immersion est vraiment bien exécutée, entre la bande-son tout droit ressuscitée de cette décennie et la production design plutôt convaincante. La nostalgie est clairement au rendez-vous. Outre la mode discutable de cette époque, la musique est parfaitement intégrée à l'univers au travers du magasin de disques géré par les deux frères. On a même droit à de charmants clins d'œil pour boomers. Par exemple, quand on voit le jeune Mark faire des mixtapes à ses potes sur cassette. Vous savez, ces objets de la préhistoire que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas. Ou encore mieux quand on y découvre le prix du demi de bière, à peine 2 marks, soit pile 2 €. Ça fait bien longtemps que l'on ne peut plus se boire une mousse à ce prix-là. Merci l'inflation. Et sur le plan du négatif, on a un charmant aperçu de la bienveillance avec laquelle on traitait la maladie mentale il n'y a encore pas si longtemps. Le moindre soupçon de désordre ou pire le simple fait de voir un psy devenait source de mépris et de préjugés dans les années 90. Donc un retour dans le passé plutôt bien exécuté qui aura su réveiller ma nostalgie de ce temps-là. Ce qui, niveau ambiance, n'est pas sans rappeler ce qu'on a pu voir dans Stranger Things pour les années 80 aux États-Unis. Ensuite, pour ce qui est de la technique à proprement parler, le rendu est assez cohérent avec le propos, à la fois sombre et coloré, sans être jamais effrayant. Entre l'Allemagne très urbaine et son ambiance pesante, et le monde de la tour sombre au décor naturel, à l'ambiance de pure fantaisie. A noter d'ailleurs que ces séquences de nature aride ont été tournées à Tenerife, île espagnole au large de l'Afrique, et c'est donc un dépaysement garanti. Même la plupart des acteurs sont eux aussi plutôt bons. J'ai eu un peu de mal certes avec le jeu de Thomas, le grand frère, que j'ai trouvé un peu antipathique, mais sinon dans l'ensemble les acteurs ne sont pas trop mal. L'obsession de Thomas justement pour son combat contre le Griffon, ce qu'il pense être son destin, l'a au final éloigné de celui-ci. Et à l'inverse, Mark est un gamin qui travaille et a de nombreuses responsabilités. Il ne s'intéresse pas beaucoup aux trucs des ados de son âge, ce qui en fait un personnage attachant, tout en ne ramenant pas tout le temps le sujet de la série à ces trucs-là. Au final, c'est le personnage de Becky autour de qui tournent toutes ces histoires. L'élément unificateur entre les personnages centraux est bien sûr la musique, avec le magasin appelé l'Oracle, et surtout l'utilisation qu'ils en font une fois dans la tour. La musique qu'ils affectionnent tant devient presque une forme de magie dans ce monde, ce qui en fait un excellent clin d'œil. Toutefois, ce monde fantastique à l'ambiance quelque peu médiévale, dans laquelle les humains sont réduits en esclavage par les créatures de pierre du Griffon, a parfois un certain côté cheap, un peu trop plastique qui se fait d'abord ressentir. Mais une fois passé ce premier sentiment, si on se laisse prendre au jeu de la série, on se rend compte de la richesse de l'univers créé pour l'occasion. Les corps nus faits de pierre ne font certes pas très peur, mais ici c'est plutôt une question de mise en scène que de maquillage.
Et pour ce qui est du reste de la faune, c'est très convaincant. Entre les terreurs nocturnes qui se faufilent là où elles ne le devraient pas, et les petits animaux de la tour sombre, j'ai vraiment ressenti des vibes de Guillermo del Toro dans par exemple Le Labyrinthe de Pan, ou encore plus un fort sentiment, presque un hommage au film et à la série Dark Crystal. Les créatures de la tour noire portent aussi quelques clins d'œil à notre monde avec des objets humains ornant leur tenue, comme par exemple les épaulières faites avec une paire de baskets de l'un de ceux que l'on voit le plus à l'écran. Alors attention, je ne dis pas que les effets visuels sont au top, mais plutôt qu'ils sont convaincants une fois qu'on a accepté la patte de la série. Par exemple, pour ce qui est du générique, je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Dites-moi ce que vous avez justement pensé de ces parties pris visuelles dans la série. Et en parlant de créatures de pierre, j'ai bien aimé le coup des statues qui bougent ou changent de position pendant qu'on ne les voit pas. Chose que j'ai vraiment ressenti comme une petite référence aux Weeping Angels de la cultissime série Doctor Who. Concernant le lore et le bestiaire de la saga, il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir de ce vaste monde, comme aperçu dans les pages de la chronique. Dans la première saison par exemple, on y découvre enfin une utilité aux moustiques, autre que nous faire péter un câble lors des chaudes nuits d'été. Ici, ils servent de messagers entre les mondes et sont aux ordres des créatures les plus malaisantes de la série. Enfin, dans le fond de la série, on est bien évidemment sur une histoire d'adolescent en passe de passer à l'âge adulte, le genre coming of age, avec un discours classique sur la loyauté et la confiance ou encore l'amitié et l'amour bien sûr, mais sans en faire des caisses sur ce dernier point, comme de très nombreuses autres productions du genre. Sur le plan de la confiance, on est mis à rude épreuve avec le personnage du psy et même de la mère de Mark. Au départ, le psy semble plutôt compétent, compréhensif et ouvert, mais après, plus tant que ça. Ce qui nous met devant ce qu'il peut y avoir de pire en matière de trahison. Dans cette série, on a une opposition entre notre monde réel et ce monde de la tour sombre, un monde dans lequel ce qu'il y a au fond des personnages est mis en valeur, sans les circonstances de la vie qui peuvent freiner leur potentiel. Chose que l'on remarque très bien avec le personnage de Memo, le sidekick, fan de Metallica, qui travaille pour les frères au magasin de musique et qui se retrouve coincé dans la tour. Dans le monde réel, il souffre d'un handicap à la jambe qui limite ses actions, et notamment l'empêche de s'adonner à son autre passion, le taekwondo. Mais une fois la barrière franchie, il ne souffre plus et n'a même plus besoin de lunettes. Donc un élément très important du lore qui va engendrer une forme de dépendance chez bon nombre de personnages et sera grandement exploité dans la suite. Et pour finir, le plus gros du récit est centré sur l'opposition entre amour et haine, entre la guerre et la paix. Chose que le père de Mark avait très bien compris à l'époque. On a souvent des apparitions ou des souvenirs de celui-ci pour marteler la philosophie de « faites l'amour, pas la guerre » à son fils. Car on découvre que le Griffon, cette entité maléfique toute puissante dans son monde, est connecté à Mark et sa famille, et il se nourrit de leur rage, leur haine. Griffon qui n'a d'ailleurs de grand aigle que le nom, il ressemble plus à un sombral géant, avec sa peau de cuir noir et sa tête de monstre. Le tout dans une CGI pas toujours parfaite. Donc la seule chose à lui opposer est la paix et un peu d'amour, ou carrément de l'indifférence, ça doit marcher aussi. Et c'est cela qui explique simplement pourquoi tous les ancêtres de Mark ont échoué dans leur quête d'éliminer le Griffon, et qu'elle incombe donc à ce jeune homme sans formation qu'est Mark. Raison aussi pour laquelle il va avoir tant besoin de ses amis. En effet, si tous ses ancêtres étaient remplis de haine et de colère contre le Griffon, il leur était impossible de le vaincre étant donné qu'il le nourrissait de ses sentiments négatifs. Et comprendre ça n'était pas chose gagnée pour Mark, lui-même en proie à de violents accès de rage qu'il arrive parfois à réprimer mais pas sans se faire souffrir lui-même. Cette violence qui lui vient de son profond sentiment de culpabilité qui le ronge depuis la disparition de son père. Mais le jeune homme comprend à son tour que tout ceci est la clé pour sauver son frère et accomplir son destin, et il met donc fin à ce cycle malsain d'automutilation. Concernant les secrets de ce monde et sa magie, on découvre par exemple le pendule, une arme qui ne paye pas de mine mais qui devient assez sympa une fois entre les bonnes mains, ou encore la cachette dans le grenier à laquelle ils accèdent bien grâce à une clé qui semble activer la magie de ce lieu. Bref, un lore tout juste exploré pour le moment dans la série, mais qui promet bien des surprises pour la suite, surtout une fois que les autres étages seront atteints par Mark et ses nouveaux camarades. En parlant de ses nouveaux camarades, je ne vais pas m'étaler sur les ados au caractère un peu cliché comme la bimbo égoïste ou le beau gosse rêveur, mais cette saison avait pour fonction de nous les présenter afin qu'ils soient pleinement exploités par la suite. J'ai par exemple hâte de voir quelles facettes de la personnalité de certains vont ressortir une fois dans la tour, car ils vont bien tous devoir y faire un tour après qu'on ait vu Ben y emmener la photographe comateuse pour la réveiller. Bien que je n'ai pas compris comment cette fois il a réussi à ouvrir le portail. Et c'est juste dommage qu'il n'ait pas pensé à prendre son Polaroid avec lui pour qu'elle puisse immortaliser ce qu'elle verra dans la tour noire. Je ne pensais pas que l'on verrait ce passage dans cette saison, mais ça leur sert au final d'un joli petit teasing des événements à venir dans la prochaine saison. Pour finir, j'aimerais revenir une dernière fois sur la musique des années 90 qui est presque un personnage à proprement parler dans la série, et sert principalement à ancrer le récit dans notre histoire. Même si je n'ai pas bien compris pourquoi, à la fin, alors que les personnages sont dévastés d'apprendre la mort de Kurt Cobain, on ne nous met pas du Nirvana, mais un morceau de Radiohead, Creep. Ok, les paroles collent un peu à la séquence et ce morceau est génial, mais s'il y avait bien un moment pour passer du Nirvana, c'était celui-là. Surtout que depuis le début, c'est ce groupe qui sert de lien entre Mark et Becky. Rappelez-vous qu'ils se sont parlé pour la première fois grâce à ce groupe. Voilà, je partais pour une petite vidéo rapide, mais au final je me suis exprimé plus que prévu, car je le redis, c'était une bonne surprise cette série Le Griffon.
Entre la nostalgie des années 90, la musique et l'histoire fantastique qui nous est présentée de façon plutôt efficace, je pense que cette série a quelques beaux jours devant elle. En effet, dans cette vidéo, je suis parti du principe qu'il y aurait bien une suite, une saison 2, même si rien n'a encore été confirmé à ce sujet il me semble. Et en même temps, avec les grèves des scénaristes actuellement en cours aux États-Unis, c'est le bon moment pour les plateformes de streaming d'investir plus encore dans les productions étrangères, et donc de redoubler d'attention sur les films ou séries européennes et asiatiques. Ce qui est tant mieux, ça nous fera des vacances niveau wokisme et autres exigences américano-américaines. Dernier petit point, mais dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que cette série confirme encore ce que j'ai pu dire tout récemment sur la politique d'Amazon. Le fait que les séries qui valent le coup soient celles dont ils ne font que très peu de com, à l'inverse de leurs super productions qui ont tendance à être systématiquement de grosses déceptions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme toujours pensez à me donner votre avis sur la série dans les commentaires, abonnez-vous pour montrer votre soutien à la chaîne et laissez également un petit like, c'est gratuit et ça fait toujours très plaisir. Je vous laisse, bonne continuation et à très vite sur Anakaland. Bye.